Commencer par... Voilà, donc apparemment je vais être la dernière qui va clôturer un peu la journée. Malheureusement, il y en a qui partent, c'est dommage. Aussi la seule personne féminine après, d'après ce qu'a dit Monsieur Montalembert de ce matin. Alors, moi je vais vous amener uniquement sur la période de l'occupation, avec quelques préliminaires au départ. Alors, je voudrais d'abord faire un petit rectificatif humoristique qui me permet aussi de rendre hommage particulièrement à 3 personnes qui sont dans la salle. Alors, sur le programme sur Internet, je suis désignée comme assistante sociale historienne. Alors, assistante sociale, bon, je suis radiée des corps quand même depuis 1994, depuis que je suis conseillère technique, et depuis 11 ans, je suis cadre pédagogique en institut de formation au travail social. Bon, ça c'est moins grave. Après que je sois historienne, j'avoue que si c'est Henri Pascal qui le dit, alors je m'incline, d'autant plus que c'est lui qui a été dans mon jury de master et que ma directrice de recherche a été Brigitte Bouquet et qu'aujourd'hui mon directeur de thèse est Mathias Gardet. Vous voyez comment je suis entourée. Et ça veut dire que je ne peux pas faire un pas. Voilà, je suis servée de partout, mais ça me permet aussi de rendre hommage. Et puis je rajouterai encore quelqu'un qui est dans la salle, qui est Christina de Robertis, puisque aujourd'hui je suis à côté de tous ces gens-là qui, quand j'avais 21 ans, 22 ans, je travaillais. J'ai eu de bonnes notes, hein, donc ça va. Donc je travaillais sur leurs écrits aux uns et aux autres, donc c'est l'occasion aussi pour le dire. Alors donc historienne, Henri Pascal, si je peux me permettre, je vais garder quand même le vocable de Gilles Manceron qui dit quelque chose que je trouve plutôt merveilleux, pour employer le mot de Mathias Gardet, parce qu'il dit souvent c'est une merveille, ça me plaît bien. Parce que le travail social, on a besoin de dire que c'est une merveille, de temps en temps au moins, parce que c'est pas souvent qu'on le dit. Il dit, il nous met tous les 3 dans le même sac, au bon sens du terme, à savoir Armelle Mabon, dont il était question ce matin, donc qui est assistante sociale au départ et qui aujourd'hui est maître de conférences d'histoire à l'Université de Lorient. Elle est assistante sociale et voilà, et en 95, elle écrit ce fameux livre sur les assistantes sociales sous Vichy. Et aujourd'hui, j'ai la fierté d'être adoubée officiellement par elle. Elle me dit, tu prends la relève parce qu'il était temps que quelqu'un s'intéresse à ça. La deuxième personne, c'est Jean-Luc Enaudi, ancien éducateur de la PJJ, qui lui, travailleur social aussi, feu, Jean-Luc d'ailleurs, malheureusement, qui a donc, à l'issue d'une enquête complètement sociale, va découvrir donc l'événement du 7 octobre 61. Et donc il nous dit, vous faites œuvre d'histoire parce que vous abordez l'histoire par le travail social. Donc ça c'est Gilles Manceron qui dit ça, et je trouve que c'est intéressant de le dire. Donc, après ce petit préliminaire, je vais vous passer moi aussi un petit diaporama un peu vivant aussi. Il ne faut pas que je démérite à côté de Mathias Gardet. Heureusement que c'est pas trop mal, enfin je crois. Je voudrais vous dire aussi que tout ce qui touche au travail social sur l'occupation, il faut le prendre avec énormément de prudence. On est toujours, la plupart du temps, dans des entre-deux. Et c'est ça qui intéresse le chercheur. On n'est pas à la fois ou une collaboratrice ou à la fois une résistante. Ça marche pas. C'est pas possible. C'est pas comme ça que ça marche. En plus, on est extrêmement mal placé pour pouvoir délimiter ces espaces-là, parce que nous, on a le recul de l'histoire. Donc, on sait ce qui s'est passé après. Donc, quand on dit « elles ont fait le bon choix », non. On ne peut pas dire qu'elles ont fait le bon choix. Celles qui étaient au Secours national, elles étaient employées au Secours national, elles faisaient leur travail. Comme si nous, aujourd'hui, on était au département X et puis dans quelques années, il y a un régime qui arrive et on va dire toutes les assistantes sociales qui ont travaillé au département de Seine-Saint-Denis étaient des collabos. C'est tout aussi artificiel et inexact. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Alors à côté de ça, je suis aussi piégée, et ça c'est Mathias Gardet qui m'a mis le doigt là-dessus et qui m'a mis un peu mal à l'aise, c'est qu'effectivement on est toujours à vouloir aller spontanément vers celles qui ont fait le bon choix, entre guillemets. N'empêche que, il faut se rappeler quand même que la collaboration, c'est le projet de société.
C'est le projet de société dans lequel elles s'inscrivent. De toute façon, ou d'une manière différente, certes, avec des analyses idéologiques qu'elles ont faites ou pas faites. En attendant, il faut arrêter de dire c'est bon, c'est pas bon, elles ont été collabos, elles ont été résistantes, ça marche pas comme ça. Et alors là, moi, ma première grande découverte, même si ça fait des années que je cherche là-dessus, c'est le vocable résistance. Je peux vous dire qu'à l'unanimité, entre les témoignages audio et entre les témoignages des dernières que j'ai pu interroger, le mot résistance, elles n'en veulent pas. Hein. Elles n'en veulent pas. Pour elles, c'est vraiment un mot d'intello, d'historien, contemporain. Elles disent d'une manière unanime, on n'était pas d'accord. Fichez-nous la paix pour nous dire sans arrêt qu'on est des résistantes. On n'a jamais fait de la résistance. On était d'accord parce qu'on n'était pas d'accord avec ce qui se passait et il fallait faire quelque chose. Et du coup, moi aussi, ça m'a mis un petit peu dans ma construction mentale, ça m'a obligée aussi à revisiter un petit peu la lecture des choses. Autre chose aussi, et ça vous allez le voir dans les mini bibliographies que je vais vous montrer tout à l'heure, qui en fait c'est comme des bandes annonces du fameux dictionnaire. On ne va pas s'étendre parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus, mais on ne va pas s'étendre sur toutes les dames que je vais vous présenter, parce qu'effectivement à un moment donné elles vont apparaître dans le dictionnaire et c'est comme... Voilà, en ce moment, c'est la grande bande-annonce pour Star Wars. Et bien aujourd'hui, on fait les bandes-annonces pour le dictionnaire de biographie du travail social. Donc on est un peu là-dedans. Donc je voudrais un peu attiser votre curiosité, mais pas vous donner tout ce qu'il faut déjà. Donc j'insiste vraiment sur ce contexte d'entre-deux, parce que sinon on est à côté de la plaque pour beaucoup de choses. Et puis, autre chose aussi, dans la perception des biographies, et ça, c'est pas évident, et c'est pas évident non plus à le réaliser quand on fait de la recherche, mais c'est Dora Ameland, qui est assistante sociale au camp de Gurs et de Rivesaltes, qui est toujours parmi nous, qui me dit toujours « Arrête de faire ton intellectuel, on était des êtres humains, avant tout. » Et donc, tout à l'heure, Mathias Gardet disait quelque chose dans ce sens-là, qui était repris autrement avant par Jacques Éloi, c'est qu'on peut avoir un regard froid, à distance, parce qu'il faut être dans la rigueur, parce qu'il faut être scientifique, parce que, n'empêche que, il faut quand même savoir ce qui sous-tend tout ça. Hein. Elles ont été, pour certaines, dans la peur, d'autres, ce sont des intrépides, comme Yvette Baumann, Bernard Farnoux, qui est une chippie comme c'est pas possible et qui a tout de suite manifesté un peu son opposition à l'occupant, et je vous le dirai tout à l'heure. Il y a des personnalités, il y a des trajectoires de vie, il y a des événements aussi, les décès familiaux, des choses qui font que ça revient de l'ordre de l'humain, de l'ordre de l'intime, de l'ordre de la personnalité. Elles ont été amoureuses, ça c'est quelque chose qui est tabou dans le travail social, même si aujourd'hui encore on le vit, quand nos usagers tombent amoureux de nous ou vice-versa, parce que ça arrive, mais on n'en parle pas, parce que ça aussi, il faudra un jour travailler là-dessus. N'empêche, elles ont été amoureuses à un moment donné. Quand Héberti Albrecht rencontre son Pierre, son Freinet, c'est l'amour d'abord, avant qu'elle fasse de la résistance. Et quand la Yvette Baumann, qui est donc élève au serre-intendante, et qu'elle rencontre le copain de Freinet qui s'appelle Jean-Guy, et qu'elle va tomber amoureuse de lui, et qu'elle va même se marier avec, tout ça, ça aide quand même. Donc c'est aussi une dimension de la recherche qu'il faut voir et qui permet aussi d'avoir une grille de lecture sur ce qui se passe. Et la notion d'héroïne, certes, mais je crois que c'est nous qui la posons sur ces personnes-là. Et elles le refusent. Je vous assure qu'elles le refusent. Et puis le dernier trouble dont je voudrais faire part avant qu'on démarre mon petit diaporama, c'est que cet entre-deux, il va très loin. Dora Ameland m'a parlé un jour du sens social, de la dignité humaine, de la solidarité. Et quelques semaines avant, j'ai eu la chance, si on peut appeler ça comme ça quand même, de pouvoir travailler avec Paul Racine, le secrétaire particulier de Pétain, 100 ans, qui est décédé au mois de mars, là-bas, enfin pas là, avant. Donc j'ai travaillé avec cet homme qui m'a permis quand même de rentrer en contact avec des documents, des archives internes au cabinet du maréchal, ce qui n'est pas rien. Je pense que c'est un grand événement dans ma vie aussi, en tant que chercheuse, humble chercheuse, de pouvoir avoir eu accès à ça.
et puis de rencontrer cette personne-là. Paul Racine m'a dit à la virgule près la même chose. Et pourtant, Paul Racine, secrétaire particulier de Pétain, Dora Hamelan, assistante sociale au camp de Gurs et de Rivesaltes. Et pourtant, mais c'est aussi une dimension à prendre. Alors, je ne suis pas pétainiste, je ne suis pas non plus bisounoursienne, ça c'est très clair. Il y aura peut-être des choses dans mon diaporama qui vont déranger, qui vont peut-être inquiéter ou déranger. Eh bien tant pis, l'histoire aussi, elle n'est pas toujours dans une situation de confort et on essaye de faire au mieux. Voilà. Alors, moi aussi, technologiquement, je ne suis pas... voilà. Oh, merci. Excusez-moi. Excusez-moi. Désolée. Je suis fée, sorcière aussi. Je suis... Alors, attends. C'est là. Mais il ne faut pas qu'il... voilà. Mais il va m'attendre, hein. Voilà. Donc, voilà. Alors, d'abord... rapidement, c'est le contexte. Hein. Je ne peux pas vous parler de quelques personnes sans vous dire à peu près le contexte. C'est un contexte donc d'urgence sanitaire et sociale, ne pas l'oublier, avec un projet de société qui est la collaboration. Il ne faut pas l'oublier non plus. Et un autre contexte, c'est le contexte de danger permanent. Un danger lié à la survie et un danger lié à tout ce qui est délation et répression policière. Donc il faut surtout jamais oublier cela, parce que même si aujourd'hui on est dans des tumultes, je dirais, de société, on était quand même dans des situations d'extrême où, ma foi, un mot, une attitude qui pourrait être désignée comme déplacée, pouvait être passible d'emprisonnement, de déportation ou autre chose. Donc Henri Pascal dit, donc, ici présent, qu'il y a 6 000 diplômés et 10 000 non diplômés. Les 10 000 non diplômés, ce sont celles qui vont demander leur intégration dans le corps du métier après la guerre. Ne croyez pas qu'elles ont été toutes intégrées, c'est le moins qu'on puisse dire. Certains, on a même fait en sorte qu'on oublie complètement ce qu'elles ont pu faire pendant cette période difficile. Alors il y en a forcément plus, parce que elles n'ont pas toutes demandé leur intégration. Alors, donc, les employeurs principaux pendant l'occupation, le Secours national, dont on a parlé tout à l'heure avec son représentant, son grand chef, Monsieur Garrick, puisqu'il a un lien avec notre chère Marie-Jeanne, présentée par Patrick Eloi tout à l'heure. Donc voilà, c'est l'œuvre des œuvres. C'est vraiment ce que disait le maréchal, et c'est ce que j'ai pu lire et entendre aussi de la bouche de Paul Racine quand j'ai pu travailler avec lui. Et donc c'est une œuvre qui récupère 6 000 assistantes sociales qui sont incorporées. Le mot veut dire ce que ça veut dire, incorporé. Pas de commentaire, le mot se suffit à lui-même. Donc il est déjà créé depuis 1914 et c'est Daladier qui va réactiver à la demande du maréchal, puisqu'on se retrouve de nouveau en situation de guerre, et c'est l'employeur principal des assistantes sociales. On a une collègue, mademoiselle Le Goyec, qui a été décorée, parce qu'on a été très souvent décorés pendant cette période. Vous allez voir, c'est ça qui dérange souvent, c'est sûrement une des périodes la plus faste pour les assistantes sociales pendant l'occupation, et je vais vous montrer et vous expliquer pourquoi. Donc voilà. La Croix-Rouge, bien sûr. L'OSE, l'œuvre de secours aux enfants. Je pense que pour tout le monde, c'est
quelque chose qui est connu, donc qui est créé en 1912 en Russie pour pouvoir accueillir les victimes des pogroms, et puis qui va donc se déployer après un passage en Allemagne, donc en France, et qui va jouer un rôle très 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 important dans l'assistance des enfants et des familles, et agira selon les circonstances, parfois au grand jour, mais la plupart du temps dans la clandestinité. Voilà, la CIMAD, donc le comité intermouvement auprès des évacués. Alors moi, c'est toujours ma grande question, pourquoi on dit la CIMAD alors que le sigle n'est pas du tout cela. Donc c'est un organisme, si on peut appeler ça comme ça, en tous les cas, c'est un groupe au départ d'assistance protestante et qui va s'occuper particulièrement des personnes qui sont évacuées des zones de combat ou annexées, notamment en Alsace et en Lorraine. La CIMAD, au départ, travaille au grand jour. Et puis petit à petit, à partir du moment où il y a eu la suppression de la zone libre, la CIMAD s'engage vraiment profondément dans la résistance. Et elle travaille de concert avec un groupe de personnes auxquelles on ne pense pas souvent, c'est les Quakers. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Quakers ? Ou quelqu'un a des souvenirs sur une boîte de céréales ? C'est eux. C'est l'héritage direct de la guerre. Lorsque vous prenez une boîte de céréales Quakers, parce que c'est effectivement parmi les éléments de nourriture qu'ils ont pu acheminer pendant la guerre. Donc c'est resté, et c'est devenu un peu la marque de fabrique, c'est le cas de le dire. Et on les appelle aussi les Amish. La plupart du temps, on connaît plus ce terme Amish que Quakers. Voilà. Et ils travaillent dans la clandestinité et notamment dans l'acheminement via les États-Unis du ravitaillement pour les camps d'internement. Dora Hamelan parle toujours avec beaucoup d'émotion de sa collaboration avec les Quakers. C'est aussi eux qui amènent les fameux biscuits gringoires, ça vous dit quelque chose, par le soupirail du vélodrome d'hiver, juste au moment où les personnes arrivent dans les rafles. Et puis, on a le service social rural, bien sûr, très cher à Pétain, puisqu'il ne faut pas oublier que Philippe Omer Pétain vient de la campagne, et que, voilà, il est très attentif à ce service social. Par ailleurs aussi, pour l'anecdote, qui n'est pas une anecdote, puisque c'est aussi quelque chose que j'ai vérifié, Philippe Pétain insiste pour que les candidates aux écoles d'assistance sociale viennent de la campagne. Les filles de ville sont perdues. Donc il les veut fort heureuses, saines, puisque la France a besoin d'être reconstruite, et on ne peut pas reconstruire un pays avec des filles perdues. C'est ce qu'il dit. Et c'est ce que d'ailleurs Paul Racine m'a effectivement confirmé. Et d'ailleurs, Pétain diligente régulièrement ses ministres pour aller rendre de visite dans les écoles de travail social. C'est vraiment quelque chose auquel il est très, très, très attaché. Et alors, quelque chose qui, là, où la plupart du temps, ça coince, c'est le service social de la milice. Voilà, c'est là où souvent le bas blesse. Dans une prochaine vie, je ferai sûrement un doctorat là-dessus. Mais je ne pourrai pas, parce que les archives de la milice, alors là, en matière de verrouillage, c'est quand même pas mal. Donc le service social de la milice qui n'a rien à envier à d'autres. Donc officiellement, elle est reconnue sur le plan de la loi en 1943. N'empêche, elle est déjà active par le biais des organes policiers militaires de la LVF ou du SOL. En attendant, en 1943, elle a un statut d'autonomie et de reconnaissance absolue et qui leur permet effectivement d'agir comme ils ont envie. Donc voilà. J'ai découvert leur école et leur programme. Voilà. Donc elles sont formées au centre de l'avant-garde féminine, à Vaugneray, qui est une commune pas très loin de Lyon.
Et vous voyez leur programme. Elles ont une formation en psycho, en droit social, en pratique sociale, en législation du travail, en approche médicale, et elles effectuent des stages sur le terrain. Alors ceux qui parlent de l'alternance aujourd'hui, on en parlait déjà largement à ce moment-là. Et elles viennent souvent en renfort avec aux assistantes sociales du Secours national. Ça, c'est un volet de notre action sociale qui est vraiment très méconnu et qui mériterait d'aller un peu plus loin. Je pense qu'il y a des gens qui font un peu de grimaces d'étonnement, apparemment, voilà. Donc, il y a tout ce qu'il faut, des sanatoriums, des centres d'accueil, des dispensaires, il y a tout ce qu'il faut. Et même quelque chose qui est propre à ce service, c'est la constitution d'une épargne pour les hommes qui partent se mettre au service de l'armée allemande, pour que lorsqu'ils rentrent, il y ait un pécule. Donc, elles organisent ce budget en anticipation du retour de ces hommes. Et si si ce compte épargne ne sert pas à l'homme, effectivement, il va servir aux veuves au cas où. Voilà. Ça aussi, c'est une particularité du service social de la milice. Je pense que vos connaissances en histoire sont largement suffisantes pour comprendre aussi que la plupart des objets du ravitaillement vient de la confiscation un peu musclée des miliciens qui au passage se servent bien sûr, mais il y a beaucoup de saisies du marché noir qui sont utilisées pour sauver pour le sauvetage social, si on peut appeler ça comme ça, étant entendu que la milice avait aussi à cœur de donner une image favorable d'elle, parce que dans la réalité, ce n'était pas tout à fait cela. Alors, après, dans la clandestinité, on se retrouve... Alors, c'est pareil, cette distinction officielle au grand jour clandestinité, elle n'est pas aussi nette que ça non plus, mais à un moment donné... il y a juste un confort de présentation, mais ce n'est pas aussi clair que ça. Donc on a le fameux mouvement de combat qui est fondé par Henri Freinet, où on retrouve Bertolt Albrecht, Yvette Baumann, Bernard Farnoux et Jeanne Simadon. Je profite aussi parce que c'est un peu la courroie aussi du désir de certaines personnes de faire attention à leur identité. Yvette Baumann, elle tient à être appelée Yvette Baumann, Bernard Farnoux, puisque Bernard et Farnoux sont ses deux maris, et son histoire conjugale est quand même aussi marquée par l'histoire, donc elle tient, même si elle n'est plus aujourd'hui de ce monde, elle a toujours tenu à avoir les noms, ces deux noms à coller. Donc voilà, combat, et puis il y a Libération qui est à la fois divisée en Libération Nord et en Libération Sud, donc avec Pinault et Emmanuel Dastier de la Viergerie et Raymond Aubrac, et où s'illustre entre autres Marguerite Alloy, et puis les francs-tireurs partisans français, les FTP, ont d'ailleurs le F fini par partir, qui deviendra après le FTP Moy et qui aura des liens particuliers avec le SSAE, et là je parle sous le contrôle du CIEN. Voilà, donc elles sont là. Alors il y a d'autres endroits où elles travaillent. Elles travaillent dans des conditions des fois extrêmement pénibles, et le mot est un euphémisme parce que certaines n'ont même pas lieu de travail. Elles n'ont pas de bureau, elles n'ont pas de lieu. Elles travaillent parfois dans les couloirs d'immeubles. Sur le plan administratif, c'est extrêmement compliqué, avec la peur au ventre pour certaines et avec tout ce que ça suppose d'inconfort autant sur le plan administratif, logistique et autres. Alors, c'est là où il y a des choses intéressantes aussi. Parce que dans l'imagerie qu'on peut avoir des assistantes sociales pendant la guerre, on a le ravitaillement et le convoyage d'enfants. En général, c'est ce qu'on voit en premier. Or, il y a plein d'autres choses, et des choses des fois un peu étonnantes. Donc, le ravitaillement, ça c'est un peu connu de tout le monde. Le ravitaillement en bois et en charbon, il ne faut pas oublier que l'Allemagne, dans le contrat de guerre et d'armistice, il est prévu que la France livre la plus grande partie de sa production en bois et en charbon pour l'effort de guerre allemand. Donc la France a froid, la France a faim, mais la France a froid aussi, ça on l'oublie aussi. Et puis après, il y a des choses, donc la gestion des vestiaires, des ouvroirs féminins,
les recyclages des vêtements usés, ce sont les AS qui sont autour de tout ça, et les conventionnements avec les fabriques de textiles et de blanchisserie. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est qu'elles vont voir les fabricants de textiles, elles vont voir les blanchisseurs et elles établissent des conventionnements pour les personnes qui sont nécessiteuses, comme on disait à l'époque, pour pouvoir avoir des vêtements qui ont été souvent usés, souvent déjà donnés, mais qui vont être restaurés, ou restaurés, et puis surtout rendus propres par les blanchisseurs. Donc, elles ont tout un réseau avec lesquels elles travaillent pour pouvoir justement participer à la vêture des personnes en situation de difficulté. Après, il y a quelque chose aussi qui est intéressant, c'est les enquêtes sur l'opportunité d'octroyer une parcelle cultivable à une famille honnête. Donc, moi, j'ai plusieurs cartes, justement, des enquêtes d'assistantes sociales, qui sont des petits bijoux précieux dans les archives, qui sont les miennes. Il paraît que la Maïf m'a dit que je devais faire une déclaration particulière. Je ne sais pas encore, il va falloir que je m'occupe de ça. Donc, voilà. Il faut qu'elle détermine par l'enquête si les pères sont des bons pères de famille, si les mères sont des bonnes mères de famille, et si c'est le cas, grâce à leur enquête, elles vont pouvoir faire délivrer à ces familles une carte de jardinage. Qui dit carte jardinage, c'est manger. Donc, ce n'est pas attribué à tout le monde. Et là-dessus va se greffer encore quelque chose de très très important, c'est l'attribution du nombre de plants de pommes de terre. Pendant l'occupation, la culture de pommes de terre d'une manière illicite peut amener jusqu'à la déportation. Et c'est une réalité aussi. Voilà. Après, elles vont prendre certaines la direction des centres d'autoclavage. C'est-à-dire qu'elles vont apprendre aux personnes, aux femmes, à faire les conserves. Et puis après, elles vont faire aussi la formation au jardinage. Et alors là, j'ai un manuel qu'elles distribuaient aux familles, et on les expliquait comment on pouvait en faire, comment on cultivait, comment on faisait des plantations dans une période de restriction. Ça, c'est intéressant aussi, parce qu'on ne s'y attend pas trop avec ça. Après, il y a les caisses de bibliothèque. Là, c'est pareil, elles dirigent des bibliothèques avec l'opportunité, si c'est possible, parce que ça, c'était extrêmement compliqué, de faire transiter donc des livres pour les prisonniers. Ce qui était quasiment impossible. Mais bon, elles ont quand même œuvré là-dedans. Et ça, ce qui est encore quelque chose d'assez fort, si on peut appeler ça comme ça, c'est on leur demande d'analyser la littérature enfantine pour voir si c'est en conformité avec l'idéologie pétainiste. Donc j'ai récupéré un de ces livres-là, d'enfants, et elles doivent voir si on peut effectivement les conserver dans les mains des enfants, et elles sont, si c'est vraiment conforme à toute l'éducation qu'on peut donner à un enfant à cette époque-là. Après, bon, des choses plus classiques de l'assistance aux personnes âgées, aux prisonniers, aux orphelins, des actions sanitaires, des tâches administratives. Et puis, ça aussi, ce qui est important, et ça, tous les élèves à l'époque dans l'école de travail social doivent le faire, c'est une obligation, c'est la récolte de fonds et surtout de la vente de cartes à l'effigie du maréchal. Paul Racine me disait, quand on arrivait à l'école de service social pendant l'occupation, on chantait « Debout, maréchal, nous voilà » à la rentrée. Et on avait cette obligation de vendre les cartes à l'effigie. Moi, j'en ai quelques-unes aussi. Voilà, convoyage d'enfants. Et puis, c'est devenu aussi pour certaines, des bandites de grand chemin, puisqu'elles ont fait dans certaines mairies des rafles de papiers administratifs, des tampons, des tickets de rationnement. Certaines avec Adolphe, une en particulier, il y a le nom qui m'échappe, qui a travaillé avec Adolphe Kaminski, qui a écrit le fameux livre « Vie de faussaire », qui était chimiste au départ et qui a fabriqué des faux papiers avec lui. Et puis, de l'infiltration administrative et de l'espionnage
comme Yvette Baumann, qui a été donc en stage, entre autres, chez Fullman, et qui va renseigner le réseau Combat sur la production industrielle de l'usine, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc, l'acheminement de courriers, de livres censurés dans les prisons, et ce que fera Micheline Dallman. L'enquête sur les transferts de prisonniers, le plus souvent tenus secrets, afin de prévenir les familles. Ça, c'est très important. Hein, les personnes étaient emprisonnées, raflées, arrêtées. La plupart du temps, il n'y avait aucune nouvelle d'elles. Et puis, le sauvetage des enfants, l'aide logistique aux évasions. Ce sera le cas pour Bertie Albrecht. Le transport de radio clandestine, il y a aussi des assistantes sociales qui l'ont fait. Et puis évidemment, le stage de recrutement d'acteurs pour les différents réseaux. Et j'ai oublié quelque chose là-dessus. Il y avait certaines assistantes sociales qui étaient autorisées par la Gestapo et notamment les AS de la Croix-Rouge pour pouvoir récupérer les affaires des fusillés. Ça, j'ai oublié de mettre ça. Voilà. Et puis... une petite, il faut que je me dépêche, voilà, le mot magnifique, je ne trouve pas d'autre mot que la magnification des assistantes sociales. Nous étions magnifiés. Je crois qu'on pourrait faire un livre uniquement de compilation de tous les articles et de toutes les photos qui existent dans la presse de l'occupation et qui nous concernent. Nous sommes sans arrêt mis en valeur. Tout le temps. C'est pas comme aujourd'hui, dès qu'il y a un enfant qui décède, le service social, qu'est-ce qu'il a fait? L'assistante sociale, elle savait, etc. C'est vraiment complètement le contraire. Robert Garrick leur promet le grand soir. Et puis, alors, toutes celles qui ont été sur le terrain ou qui le sont plus, mais qui l'ont été, je crois que recevoir une note de service ou une lettre individuelle que j'ai aussi, donc je peux en parler en disant vous avez trop de travail, j'en ai conscience que vous avez trop de travail, je vais vous adjoindre une auxiliaire. Je crois que de votre carrière, je ne sais pas si vous avez eu ça beaucoup entre les mains. Donc effectivement, Pétain va donner l'ordre d'ouvrir des sections de formation pour les auxiliaires sociales qui vont venir en renfort. Elles vont avoir des moyens supplémentaires pour les actions collectives. Le Secours national, à la tête principale, en haut, fait redescendre des enquêtes sur le terrain pour demander ce qui est fait sur le plan d'action collective. On rêve. Et on demande précisément dans les notes de service, c'est pas le ravitaillement qui nous intéresse, c'est pas ça, c'est toutes les actions innovantes. Que font les assistantes sociales? Quelles sont leurs aptitudes créatives? On peut rêver. Je ne suis pas bisounircienne. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Il y a le contexte idéologique, il y a tout ce qu'il faut. Tout. N'empêche que. Et puis, lorsque Jean de la Porte du Teil, qui est donc responsable des chantiers jeunesse, exige que toutes les assistantes sociales aient un bureau dans de bonnes conditions, qu'elles aient une salle pour se réunir et se concerter, on croit rêver. Et ça, c'est en 1941. Alors, le maréchal et ses ministres visitent régulièrement les écoles. Elles sont sans cesse décorées pour un oui, pour un non. Et puis, accessoirement, ce sont les grands couturiers qui nous habillent. Et notamment Lancé. Voilà. Je répète, nonobstant toute l'analyse idéologique que sous-tend tout ça c'est OK. Là-dessus, on est tous d'accord et on a écrit, dit, redit. Ça, de temps en temps, quand même, il faut aussi le dire, puisqu'on demande aussi à un chercheur à mettre une photographie un peu objective des choses. Donc, on est sans arrêt dans la presse. Alors, j'ai commencé un lexique de tous les adjectifs dont nous sommes les bénéficiaires. Alors, c'est extraordinaire. Et puis, je n'ai pas résisté à mettre ça, parce qu'on est quand même un peu belle, là. Hein. Et là, on fait la couverture du magazine. Voilà, hein, quand même. Un peu la classe. Hein. Voilà. Et puis, il y en a quand même qui ont dit non à tout ça. Et puis, voilà. Alors, il y a un S de trop. On n'a pas réfléchi, on ne s'est pas embarrassé de savoir si on était résistant ou pas. Il fallait faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, c'était ce qui revient
en prime le plus longtemps, enfin le plus souvent possible. Alors, parmi elles, on a Dora Ameland, Dora Herzberg Ameland, qui est toujours parmi nous. C'est ça qui est extraordinaire. C'est un coup de foudre, c'est une histoire d'amour entre elle et moi, ça je peux vous le dire, hein, je ne le cache pas. C'est elle qui me ramène des fois en me disant arrête de faire l'intello, arrête tes bouquins, parce qu'il y a autre chose aussi à dire. Donc, on va faire très vite parce que je ne peux pas écrire sa biographie encore maintenant, c'est impossible. Pour moi, c'est pas possible. En tous les cas, elle est strasbourgeoise aussi comme moi. Elle est au mois de septembre comme moi et elle était à l'école de Montrouge comme moi. Donc, on a des choses en commun. Voilà. Donc, elle va être, on va pas tout lire, bien sûr, parce que vous allez lire bientôt, un jour, dans le dictionnaire, la suite. Donc elle est quand même, elle fait partie, donc elle est juive, donc alsacienne. Elle va être obligée de fuir en Belgique. Elle va venir après dans le sud. Elle va aller dans sa famille chez Marcel Marceau, plus connu sous le nom de Mime Marceau. Voilà, et puis c'est le moment où dans les maisons d'enfants de Lozé, la situation devient de plus en plus préoccupante et elle va aider à faire évacuer les enfants du fameux château de la Guette qui se trouve dans Seine-et-Marne. Et puis elle va être à la demande d'André Salomon de rentrer donc à Lozé d'une manière officielle, si on peut appeler ça comme ça. Et elle va être donc au camp de Rivesaltes et de Gurs, dans lequel elle va œuvrer avec beaucoup d'implications, en lien beaucoup avec les Quakers, parce qu'elle y tient beaucoup quand elle en parle. Et puis, c'est une femme qui va continuer, après la guerre, à œuvrer au niveau de l'Afrique. Et puis, elle va être sans cesse dans cette attention à l'autre. Et je suis toujours très émue quand je parle d'elle. Hein. Je ne peux pas faire autrement, mais c'est comme ça. Voilà, c'est quelqu'un qui a gardé une philosophie... de la vie qui est qui marque. Et puis elle est la marraine de la dernière promotion de mon école. Donc pour juste rapidement, c'est que depuis que je suis donc à l'école, je fais une intervention sur les assistantes sociales sous Vichy et chaque promotion choisit sa marraine parmi elles. Donc 2 promotions ont eu la chance de voir leur marraine vivante, Yvette Baumann et puis Dora Ameland. Donc on a des promotions Bertie Albrecht, Vivette Samuel, Marie-Louise Blondeau, etc., etc. Donc on perpétue cette mémoire puisque leur photo est dans les couloirs et leur nom figure sur les emplois du temps, sur les feuilles d'évaluation, sur tout ça. Voilà. Et mon objectif aussi, c'est qu'avec une profession qui est tellement décriée, s'identifier à ce qu'on a appelé tout à l'heure des héroïnes, c'est bon aussi pour l'ego professionnel. Et puis on a parmi nous des gens aussi exceptionnels. Vous la voyez là comme elle est aujourd'hui et la photo là-bas comme elle était dans le camp. Hein, voilà. Alors aussi quelque chose, l'introduction d'un service social dans les camps, on aurait tendance à dire « Oh, il y a une part d'humanité ». Avec le travail mené auprès d'elle et puis d'autres collègues, je dirais, au départ, c'est pas ça. C'est qu'on est dans une situation où un camp peut devenir dangereux pour l'extérieur pour des raisons sanitaires. Donc la présence d'un service médical ou d'un service social, c'est pas au départ, je dis pas la protection de ceux qui sont à l'intérieur, c'est la protection de ceux qui sont à l'extérieur, ce qui revisite aussi la lecture de cette situation. Après, bien sûr, les acteurs vont s'approprier l'action d'une autre manière. Mais au départ, la volonté, ce n'est pas philanthropique. Au départ, pour les internés, c'est parce qu'il faut protéger la population extérieure des internés. Ce qui est... D'accord.
Oui. Les indésirables. D'accord. C'est absolument magnifique parce que c'est un pan d'histoire qu'on ne connaît pas. Et c'était avant les camps, c'était avant, effectivement, les camps. C'était la France qui les a. Ah oui, oui, oui. 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 C'est pour vous voir ces femmes. D'accord. Ok. D'accord. Donc avant, hein? André Salomon, la femme lumière, comme on dit à Lausée, hein, donc encore une Alsacienne. Je disais à quelqu'un tout à l'heure que je m'étais réconciliée avec ma région natale, parce que finalement on en a produit des gens plutôt sympas, malgré son conservatisme terrible. Voilà, elle aussi, à la suite du décès de son papa, elle est obligée d'être autonome très vite. Et elle va être donc très active dans l'OSE et elle s'occupe donc du recrutement des équipes de service social. Elle va mais vraiment démener pour faire libérer un certain nombre d'enfants, ce qu'elle obtient, mais dans des conditions terribles, mais elle ne va pas pouvoir effectivement les faire libérer tous. Et puis avec Vivette Samuel, elle va travailler à la constitution des archives de l'OSE. Alors là, pour le coup, on n'a pas de souci pour pouvoir travailler dessus. Et puis, comme toute Alsacienne qui se respecte, pour celles qui savent qu'on est des maniaques du ménage, de machin et tout, l'anecdote quand même, c'est que Vivette, André Salomon, elle est sur tous les fronts, et lorsqu'elle est en congé, entre guillemets, ou en démarche du camp, elle passe chez elle, elle fait le ménage, elle ramène les chaussettes et le linge à repriser, et elle le fait dans le train pour arriver ensuite à Gurs ou à Rivesaltes. Ce sont des petits détails, mais qui montrent aussi combien elle continue à être inscrite dans la vie du quotidien et combien il y a cette humanité voilà, elle est à la fois dans sa famille, à la fois sur le camp. Et je pense que, bon, ça c'est Dora qui explique. Dora aussi qui d'abord range avant de descendre dans les abris quand il y a le bombardement. Je ne sais pas. Il faut que j'aille chercher. C'est des petits... Bon. Vivette Samuel. Alors c'est une photo que mes étudiants adorent. Donc on n'a pas mis ça sur les emplois du temps quand même, mais elle est dans mon bureau. Donc quand il y avait cette promotion, Vivette Samuel, qui a d'ailleurs été une promotion un peu exceptionnelle, faut le dire. Donc voilà. Donc elle c'est pareil. Elle va très vite travailler avec André Salomon. Elle est très proche de Dora et elle va être dans quelque chose que peu de gens connaissent aussi, c'est le mouvement des internés volontaires. Être dans un mouvement d'internés volontaires, où il y avait tout le monde, il n'y avait pas que des assistantes sociales, c'était quelqu'un qui déterminait un jour en disant, qui se présentait à la police ou à la Gestapo en disant « je veux être interné ». C'est pas quelqu'un qui est arrêté. C'est quelqu'un qui a décidé de rentrer jusqu'au bout du bout dans l'empathie avec les internés pour pouvoir aider de l'intérieur, sachant que ces personnes-là ont eu le même traitement que les autres. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue non plus. Le mouvement des internés volontaires, on n'en parle pas assez, mais voilà, c'est des gens qui ont volontairement été internés pour pouvoir secourir ceux qui sont à l'intérieur des camps. Voilà, et ben elle sera assistante sociale diplômée pour le coup en 1950. Voilà. Et en 58, elle fait quelque chose aussi d'important. C'est pour ça qu'elle est largement aussi selon nos critères dans le dictionnaire. Elle impulse toute une action psychosociale à l'adresse des familles d'Afrique du Nord. Nous sommes en 1958, avec tout ce que ça veut dire.
Alors, Yvette Baumann, Bernard Farnoux. Alors, Stella Chippy, dont je parlais tout à l'heure. Virée de ses lycées partout, du lycée Molière à Paris aussi, où elle est traduite en conseil de discipline. Elle ne veut pas travailler, elle est très insolente. Encore une Alsacienne, au départ. Voilà, et quand la guerre éclate, eh ben, elle a déjà ces petits comportements qui la caractérisent. Elle va se balader en bleu, blanc, rouge, habillée en bleu, blanc, rouge avec ses copines dans les rues. Elle inverse les panneaux de signalisation. Elle renseigne les Allemands sur des fausses routes. Et la maison familiale est réquisitionnée par la famille, et donc par les Allemands, et elle met de la morora dans la cuve à vin qui sont dans la cave. Donc tout de suite, elle est dans une opposition totale. Et puis, elle finit par se dire qu'il faut quand même qu'elle fasse quelque chose, et elle rentre à l'école de surintendante. Et là, Jeanne Sivadon et Berthier Albèche la récupèrent tout de suite, parce qu'ils voient bien qu'avec un phénomène pareil, ils vont pouvoir faire quelque chose avec elle dans l'opposition. Et donc, elle est immédiatement prise en charge par Berthier Albrecht et Jeanne Sivadon, et elle rentre dans le réseau combat. Alors au départ, elle est donc formée au renseignement. Je disais à table tout à l'heure que Jeanne Sivadon avait presque, comme elle le racontait, Yvette, presque c'était une instruction militaire de l'espionnage. Elle lui avait appris comment compter de tête le nombre de barils de solvant qui partaient pour les livraisons, enfin bon, pour qu'elle ne soit pas repérée. Donc elle fait beaucoup d'espionnage industriel à ce moment-là pour le compte de combat, et elle va aussi voler du ravitaillement pour les résistants emprisonnés. Elle remplacera aussi Berthier Albrecht au commissariat du chômage quand celle-ci sera arrêtée. Elle rencontre dans le cadre de combat tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, Jean-Guy Bernard. Ils seront arrêtés, elle ne le reverra plus. Elle va être emprisonnée, enceinte et torturée, et elle accouchera d'une petite fille morte. Donc voilà. Et puis elle va être trimballée d'un camp à l'autre, et elle va aller à Ravensbrück en passant par Auschwitz, et puis elle revient. Et elle rencontre Abel Farnoux, et elle va se marier avec Abel Farnoux, et ils vont fonder ensemble. Au départ, ça ne s'appelle pas comme ça, mais ils vont avoir les réseaux de la mémoire au niveau de la résistance, et où il y a Raymond Aubrac et puis Stéphane Hessel. Elle est la 9e femme à recevoir la plus haute distinction de la Légion d'honneur, et en 2008, elle est faite chevalier de Grand Croix. Donc, le 7 novembre, elle s'éteint. La dernière image que j'ai d'elle, c'est que malgré le fait qu'elle soit très diminuée, lorsqu'on évoque Laval avec elle, ses yeux brillent encore de colère, parce qu'elle a toujours été extrêmement sensible au discours de Laval. Et puis, on lui rendra les honneurs militaires auxquels j'ai participé, mais avec pas aucune représentation étatique, puisque nous étions en plein dans les attentats à ce moment-là. Et à part Édith Cresson, il n'y avait pas grand monde, on dirait, entre parenthèses, d'officiels. Berthier Albrecht, si vous êtes à la station métro Ivry, Bercy. Il y a son portrait. Voilà, donc elle aussi, c'est peut-être celle qui est la plus connue parmi nous. On dirait, on oublie souvent qu'elle est assistante sociale, et puis quand on parle de résistance, on parle toujours d'Henri Freinet, mais pas souvent d'elle, alors qu'elle est partie prenante du réseau. Donc elle aussi, elle va être au départ pas du tout orientée vers le social, pas du tout. Voilà, c'est une fêtarde, c'est une musicienne, c'est tout ce qu'on veut. Elle aime faire des bouquets, elle est très coquette, même dans les moments les plus forts d'action. Yvette me disait qu'elle faisait toujours attention à toujours être bien coiffée, à être coquette, etc., combien c'était important. Et elle va faire quelque chose qui est quand même pas aussi
entre guillemets un peu héroïque socialement parlant. Elle va quitter son mari pour pouvoir mener ses activités toute seule et s'affranchir de cette tutelle conjugale. Et elle va faire le choix de laisser son fils à son mari. Elle embarquera Mireille, et Mireille, sa fille, mènera des actions de résistance avec elle également. Voilà, en gros, c'est cette histoire qui va, quand elle va entrer en 1936 à l'école de surintendante, c'est le coup de foudre, on peut dire, entre Jeanne Sivadon et elle. C'est vrai qu'elles ont des origines protestantes toutes les deux. Elles sont toutes les deux musiciennes, pianistes. D'ailleurs, voilà, la musique les rassemble beaucoup. Elle va donc être arrêtée, dénoncée, arrêtée. Elle fera une grève de la faim où elle est internée. Elle s'évade donc de l'hôpital psychiatrique où on l'a admise. Mais malheureusement, 1 an plus tard, il y a un agent double qui l'aborde. Elle est arrêtée. Et comme elle a déjà été torturée par le passé, elle va être... il est dit aujourd'hui qu'elle se serait suicidée par pendaison. Parce que jusqu'à présent, on a dit qu'elle a été décapitée, mais les derniers travaux, en tous les cas, tout ce qui a été recherché pour elle, elle se serait suicidée par épuisement. Et si on continue encore, là aussi une fois, la trahison d'Henri Freinet ne serait pas non plus étranger à cela, puisqu'Henri Freinet est un grand séducteur et qu'il l'a déjà remplacé par quelqu'un d'autre. Et notre Jeanne Sivadon, dont on parlait tout à l'heure, donc voilà, hein, donc celle-là on la présente pas. Enfin, je pense pas. On sait peut-être pas non plus qu'elle a été quand même arrêtée dans le cadre des NN, hein, Nacht und Nebel, c'est-à-dire ces fameux prisonniers, ces fameuses arrestations qui se faisaient dans le secret le plus total, c'est-à-dire où il devait y avoir aucune trace administrative et qui étaient, lorsque ces prisonniers NN étaient internés, ils étaient à la merci de n'importe quelle décision arbitraire. Voilà, et malgré tout ça, elle a quand même, elle a pu survivre, et elle est donc une des rares escapées du réseau avec Henri Freinet. Et ce qui est terrible aussi, qui est à son retour, c'est qu'on lui reproche d'avoir mis l'école en danger. Pardon, d'avoir mis l'école en danger. Voilà. Alors, j'ai eu cette semaine, il y a 15 jours, un entretien avec un témoignage indirect, on va dire semi-direct quand même, qui était témoin de l'arrestation de Jeanne Sivadon. Elle a, il semblerait que ce que je subodorais, c'est que vraiment les activités de l'école étaient dans le secret absolu, puisque lorsqu'elle a été arrêtée, c'était la stupeur générale au niveau de l'équipe et des étudiants, enfin des élèves, comme on disait plus tôt, et que personne ne savait pourquoi elle était arrêtée. Hein, donc, voilà. Elle est médaillée de la Résistance et elle aussi, elle est élevée au rang de commandeur de la Légion d'honneur. Et puis on va finir par quelqu'un qui était étudiante. En tant que formateur dans une école de travail social, je ne peux pas être insensible au destin de cette jeune fille qui est en stage au camp de Pithiviers, qu'on envoie dans ce camp, où personne ne reste. J'ai pu avoir accès à la liste impressionnante des assistantes sociales, le turnover sur ce camp, où elles restent 5 jours, 7 jours, 11 jours, 20 jours, mais elles ne peuvent pas rester tellement la situation est terrible. Et elle arrive donc au moment où il y a eu la rafle du Veldiv, et il y a donc toute cette organisation de dispatchement, je ne sais pas si on peut appeler ça, si ça se dit, de toutes ces personnes qui ont été arrêtées. Et on arrive à ce que d'abord des hommes de la rafle du Veldiv sont internés là. On va les déporter pour faire de la place aux femmes et aux enfants. Donc les femmes et les enfants arrivent et il faut se dépêcher aussi pour pouvoir aller interner les femmes. Donc, mais on va laisser les enfants tout seuls. Donc, avec cette scène qui est sûrement jamais conforme à la réalité, mais qui est dans le fameux film de la rafle,
où on voit les enfants arrachés à leur mère, où les mères deviennent folles, etc. Enfin bon. Donc elle va assister à ça, et les enfants sont tout seuls dans le camp à ce moment-là. Et donc Marie-Louise Blondeau va faire ce qu'elle peut avec rien, avec vraiment rien, même pas une cuillère pour pouvoir faire manger les enfants. Alors elle a des écrits qui sont consultables au CERCIL à Orléans. Elle a ses cahiers d'étudiante où elle explique tout ça. Elle a les lettres, les fameuses lettres qu'elle envoie notamment à sa mère, où elle assiste impuissante à ce qui se passe et elle la supplie de l'aider, de lui envoyer des cuillères, de lui envoyer des éléments, des choses du quotidien pour ses enfants. Et puis, non, je suis toujours très gênée, mais comme c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent, là aussi, l'attitude de la Croix-Rouge laisse perplexe, puisqu'elle ne répond pas à ses appels. Et Dora Hamelan dit toujours, j'ai toujours préféré avoir affaire aux assistantes sociales du Secours national plutôt que celles de la Croix-Rouge. Et je retrouve ça quand même assez souvent dans les lectures et dans les témoignages, ce qui me laisse quand même assez perplexe. Et Yvette Baumann disait exactement la même chose aussi. Donc je suis toujours un peu gênée, n'empêche que ça revient sans arrêt. Et là, elle interpelle la Croix-Rouge, la Croix-Rouge ne bouge pas. Voilà. Donc c'est un peu parce que c'est une étudiante et que voilà, elle n'a pas eu le temps d'être professionnelle accomplie puisqu'elle s'est jamais remise de ce qui s'est passé et elle est morte prématurément d'un cancer cérébral. Voilà. Et puis il faut finir, Anatole dit qu'un dictionnaire c'est tout l'univers par ordre alphabétique. Et bien en ce 14 novembre 2017, c'est tout l'univers des assistantes sociales qui est par ordre alphabétique. Et je rajoute enfin.